J'étais enfin à Beyrouth. J'avais si souvent remis ce voyage auquel je tenais tant, car c'est là que vit Anne, ma petite sœur, avec toute sa famille qui est aussi la mienne. Mais cet été-là, il n'était plus possible de repousser. Pour mon plus grand bonheur, j'avais été convoqué à la fête de son mariage. 15 ans après la fin de la dernière guerre, 6 ans après l'évacuation de la plupart des zones occupées par Israël, et 1 an après le retrait syrien, le Liban, en partie reconstruit et enfin aux mains des Libanais, semblait refleurir. Tout le monde parlait de la première saison touristique qui allait remettre le pays sur la voie de la prospérité, mais surtout sur celle de l'avenir. Un avenir ensoleillé qui tire un trait sur les violences du passé. Un passé de cicatrices omniprésent sur les murs de Beyrouth, mais aussi au cœur des Libanais. Car c'est une erreur de croire que l'on s'habitue à la guerre. On vit avec, bien sûr, mais ceux qui l'ont vécue en connaissent l'horreur et la détestent plus que les autres. Et les Libanais la connaissent bien. Il y a donc au Liban ce sentiment palpable, mêlé d'optimisme et de profondes blessures d'un peuple qui se sait malmené par l'histoire et la géographie, conscient d'être là où se joue la paix du monde, comme un signe prémonitoire de notre avenir à tous et que décrit Amin Maalouf. Le Liban est un rosier sauvage. Je parle de rosiers ayant à l'esprit cette pratique qui consiste à les laisser pousser en tête des rangées de vignes. On a constaté en effet que cette fleur souffrait avant tout des maladies et qu'elle pouvait alerter les vignerons et leur donner le temps de réagir. Mais les hommes ne comprennent pas toujours le message. Certains, lorsqu'ils voient apparaître des taches sur les feuilles, se disent que le rosier est de toute manière une plante fragile et que leur vigne ne risque rien. Le rosier est une plante délicate, me dit-on. Le Liban est une mosaïque de communautés. Qu'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit plus seulement du Liban. La terre entière est une mosaïque de communautés. Si l'humanité d'aujourd'hui se révélait incapable de faire vivre ensemble, sur le minuscule territoire du Liban, des communautés qui depuis des siècles pratiquent la coexistence, comment diable pourrait-elle gérer l'incommensurable diversité planétaire ? L'ambiance était joyeuse et insouciante lorsque j'arrivais à Beyrouth. Après les festivités du mariage, je découvrais le Liban. Je commençais à classer mes photos de voyage dans le dossier Liban, été 2006. Some of the sounds that you used to hear were just terrifying. I mean, you can't stand up to something that sounds like that. No way. There's no bravery involved there. It's just, it will wipe you out. It was loud. While I was in the hospital, about 3 bombs came just next to us, and the windows of the hospital just shook completely. The employees seemed to have gotten used to it, but it was a bit scary when that happened. It was quite scary, and we would see the lights outside. Je ne m'attendais pas à avoir une guerre de cette ampleur. Ou bien peut-être que j'étais conscient qu'elle aurait pu être de cette ampleur, mais que je ne voulais pas voir ça. Les gens qui se sont jetés sur les supermarchés pour s'approvisionner, les gens qui se sont jetés sur les stations-service, les ponts qu'on détruisait, les drones qu'on entendait avec leur bruit de tondeuse à gazon. C'est vraiment épouvantable, ce truc. Pendant la nuit, on est dans son lit, puis on entend ce truc qui fait buzz comme un moustique. On a envie de faire pour l'attraper, et puis on ne l'attrape pas. صار اللي صار وكان كان في قساوي على الشعب اللبناني بهيدي المعركة. يعني كانت معركة تدمير أكثر ما هي معركة عسكرية. كانت معركة تدمير لكل شيء، للبنايات، للصورة، لكل مقومات الحياة بلبنان.
pendant les 18 ans de guerre qui ont passé, celle-ci nous a fait le plus de mal. C'était très court peut-être, un mois et quelques, mais elle nous a fait le plus de mal. Par exemple, pour moi personnellement, c'était la première fois de ma vie où je voulais vraiment quitter le pays. Ou du moins, si ce n'était pas moi, c'était mes enfants. Je voulais que mes enfants puissent avoir un autre avenir ailleurs qu'au Liban. الحرب كانت كتير غريبة بس انه مش معوش كانت غريبة انه بشعة انه ما إلها نفع ما كان في إلها لزوم ابدا بس. C'est un retour en arrière parce qu'une guerre, c'est forcément une récession. C'est une récession du pays, c'est une récession pour nous, c'est une récession pour l'économie, c'est une récession pour l'intelligence humaine. C'est la connerie magnifiée, la guerre. J'ai été évacué quelques jours après le début de la guerre. Rentré chez moi à Los Angeles, encore ahuri de la barbarie de ce que je venais de vivre, je trouvais le silence des médias sur le sort des Libanais aussi assourdissant que la réalité des bombes. Et pourtant, dès le 15 juillet, ceux qui savent écouter pouvaient entendre une voix issue du rond-point Taïounet, une voix poétique et incisive, piquant au vif nos consciences occidentales. Nous sommes vivants, nous travaillons, nous sommes profondément en paix et libres, nous jouissons de la vie sans casque ni cuirasse. Nous n'avons pas besoin de blindés pour nous déplacer. Nous n'avons pas besoin des médias internationaux pour penser. Notre dignité n'est dictée ni par Damas, ni par Téhéran, ni par Tel Aviv, ni par Washington, ni par Paris, ni par l'ONU. Elle est enracinée dans cette humanité bafouée, écrasée par les Wehrmacht du monde civilisé, exclue des droits de l'homme, jalousement réservée à ceux qui les promulguent. Nous allons bien. Et vous ? Un mois durant, la voix de Roger Assaf, écrivain et homme de théâtre, allait poser inlassablement cette question dévastatrice. Nous allons bien. Et vous ? Un peu après la fin de la guerre, je suis retourné à Beyrouth pour faire ce film. Pour donner une voix à ceux qui n'ont pas pu parler ou que l'on n'a pas voulu écouter. Pour voir de mes yeux ce que l'histoire fait subir aux gens normaux. Ces gens si proches de nous, mais dont nous finirons bien par faire les fanatiques que nous leur reprochons d'être. Et aussi sûrement dans l'espoir un peu illusoire de toucher d'autres gens avec les témoignages que je recueillerai. C'est vraiment un truc ignoble qu'on a, qui est le fait d'être habitué. Donc après, bon, la vie quotidienne change sûrement par dans mon cas en tout cas, par des petits trucs infimes, du genre ne jamais quitter la maison sans un sac en bandoulière avec vraiment des trucs super nécessaires comme deux caleçons, deux t-shirts, une brosse à dents, des cahiers, des crayons pour dessiner, un enregistreur, la trompette est toujours avec moi. C'est un peu... Chaque fois que tu franchis le seuil, tu ne sais pas si tu vas redormir à la maison. Aujourd'hui, tu peux être bloqué chez un ami ou je ne sais pas moi. I don't know what normal is. Because for 34 days during the war, life was normal. But it was a war. But we had to go on. We had to survive. We had to try to maintain a semblance of living day by day, not making plans or anything. But within the 34 days, what we were practicing was normal within these conditions. I think I can safely say that this was one of the first time I experienced real fear. You see, I have children now. What can you tell them? This is normal, this is part of life. This is like other people live with natural catastrophes. We live with wars every decade or something like that. So it's hard to explain. My water broke at 4 in the morning, and there was heavy shelling in Dahye. We knew that from the news, and we had expected it. So now seeing that the bombings were really targeted, we knew that going to Hamra wasn't that scary, but it was noisy. When we arrived, I was the first patient I was going to have a C-section because my baby was in breech position. And the second day, there were 10 other deliveries. The doctor had told me that there was 10 scheduled cesareans for that day because all the women who were pregnant wanted just to deliver and get it over with because no one knew how long the war was going to last. And most moms wanted to deliver hoping that they can do it now and maybe they won't be able to do it later.
It was really an experience. تركت بنت It was جبيل very loud. طبعا مضطرا أنا وعيالي لأن لم يبقى أحد في الحي والمنطقة كانت مستهدفة بشكل أساسي بالقصف وفي أطفال وأولاد صغار. كنا مضطرين فعلا نترك لأنه مقومات البقاء في البلد لم تعد متوفرة بشكل أساسي. حسن التموين بدأ يخف والضغط العسكري طبعا بدأ يقوى. قصف عشوائي كان لا يميز بين المدنيين وبين العسكريين. لو كنا نعلم أن هذه الحرب هي حرب عسكرية بكل معنى الكلمة، أن حرب جيش مقابل جيش، يعني جيش إسرائيل مقابل مقاومة، يعني كنت أؤكد لك أنه لا أحد من المواطنين يترك هذه الأرض ويذهب إلى أماكن أخرى. لكن كون هذه الحرب كانت تدميرية لا تفرق بين المدنيين وبين العسكر، كنا مضطرين فعلا أن نترك بنت جبيل إلى الداخل اللبناني. C'est que nous sommes habitués à des petites bombes. Moi, en 75, on recevait ça, tu vois. La grosse bombe, c'était la 250 mm. Et là, les bombes qui sont tombées sont d'une puissance telle que c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes qu'elles aplatissent plusieurs immeubles en même temps. J'ai vu la bombe qu'ils ont lancée aux airs et on devait passer par là-bas. Donc ce qui nous a retardé encore plus, on est passé par par Jabal Lebnen et tout, et pour aller... En fait, on a fait tout un détour pour rien, en fait, juste pour rester en vie. C'est parce que le 14 juillet, c'était mon anniversaire. Personne ne m'a appelé pour me dire bon anniversaire ce jour-là, ce qui était extrêmement déprimant. Donc déjà que j'étais déprimé parce que c'était la guerre et qu'on avait prévu ce jour-là d'aller au music hall faire la fête. Donc personne ne m'appelle, pas une seule personne m'a appelé pour me dire bon anniversaire. Personne ne m'a envoyé un SMS. Donc j'ai été chez Armani m'acheter des fringues. Je crois que j'ai été leur seul client ce jour-là. Et j'ai été à la librairie Antoine acheter des bouquins. Et c'était un réflexe d'acheter des bouquins, un réflexe d'urgence. Parce que je me suis dit, s'il y a la guerre, je ne sais pas si je pourrai sortir de chez moi. Je ne sais pas s'il y aura encore des téléphones, s'il y aura Internet. Mais je sais qu'au pire des cas, même s'il n'y a plus d'électricité, même s'il n'y a plus d'essence, même s'il n'y a plus rien, ben j'ai toujours la lumière du soleil pour lire des bouquins. Et donc j'ai acheté des bouquins. Et je me suis mis à lire des bouquins. Puis il y a beaucoup de gens qui ont commencé à ouvrir des blogs. Par exemple, Mazen Kerbej a ouvert son blog 48 heures après le déclenchement de la guerre. Rita Badoura aussi. Donc, et puis ça a suivi. Et les Libanais sont tous devenus écrivains. Enfin, c'est très bien. On a eu une production littéraire considérable. Moi, au bout et donc, de 2 je me suis mis jours, aussi j'avais déjà créé le synopsis d'un film que je voulais filmer avec des vrais acteurs pendant la guerre. Et donc, j'étais moi-même fasciné de voir à quelle vitesse j'ai écrit un synopsis pour un film. Et c'est sûr que quand ça va aussi vite, l'imaginaire est très rapide, la pensée est très rapide. La seule influence, c'était plutôt une bonne influence, la guerre, dans le sens où ça m'a fait produire plus. Et l'autre influence, c'était bien sûr le sujet imposé. Donc, je ne pouvais plus parler de pâquerettes ou... Quoique j'en parle pas d'habitude. Mais je veux dire, si j'avais eu envie, c'était vraiment pas le moment. Donc, c'est transformé en autre chose. Le lieu existe, l'appareil fonctionne. On ne peut pas faire de théâtre, on abandonne l'activité théâtrale, mais on fait autre chose. On reste en contact avec les gens, on invente une autre activité qui peut être utile et qui, en tout cas, les premiers, ceux qui profitent le plus de cette activité, c'est d'abord nous-mêmes. Parce que nous restons vivants, nous utilisons notre énergie, nous apprenons plein de choses. Nous évoluons et nous avons face à la guerre, face au malheur, face aux choses qui se passent, une attitude à la fois intellectuelle et affective qui nous fait découvrir un peu plus ce que c'est que la vie, ce que c'est que l'homme, dans ses aspects les meilleurs et les pires. La bataille du Liban a tout d'une épopée. La disproportion des belligérants, l'héroïsme des faibles, l'énormité des carnages et surtout la dimension des enjeux au-delà de la guerre. Les actes de violence meurtrière de tous bords, Grecs ou Troyens, Rome ou Carthage, Axes ou alliés, Arabes ou Israéliens, sont toujours des actes condamnables, évitables, injustifiables. Mais l'enjeu se trouve ailleurs. Il est éthique et culturel. Il est dans la capacité de l'esprit à placer les valeurs morales
au-dessus de la guerre et de la politique. Il est dans la capacité de la communauté humaine à construire l'avenir sur le meilleur d'elle-même. Et c'est en fonction de cela que nous pouvons dire, sans crier ni trembler, nous allons bien. Et vous ? Je pense que c'était une guerre que tous les Libanais ont vécue comme une guerre contre eux, une guerre où on était totalement à la merci donc, de bombardements aériens, totalement sans défense, malgré les... et ça me coûte de le dire, mais il faut dire que j'étais assez content de savoir que des attaques sur le sol étaient repoussées par le Hezbollah. Je ne suis pas un militant du parti de Dieu, donc, mais on était content. Je pense que beaucoup de Libanais, et ça c'était une surprise quand même, des chrétiens du Nord ont dû être contents de savoir qu'il y avait des gars, la mitraillette à la main, qui rejetaient la plus forte armée de la région. Et en 82, les Israéliens, au bout de quelques semaines, ils étaient à Beyrouth. En 67, ils étaient contre 4 pays. En 5-6 jours, ils avaient terminé le boulot. Là, au bout d'un mois, qu'est-ce qu'ils avaient pris? Pas grand-chose. On sait très bien qu'il y avait une revanche à prendre depuis le retrait de 2000 de la part des Israéliens qui n'ont pas pu prendre cette revanche. Et je pense que dans l'opinion publique arabe, ce qui compte, c'est de ne pas avoir essuyé une défaite comme il y a eu auparavant. So I think they lost. We didn't necessarily win, but it was one hell of an experience. Au fil de mes rencontres, j'ai découvert une vision, une clarté et une honnêteté cruellement absentes dans les médias. J'ai voulu prolonger ces discussions et confronter ce que j'avais lu ou entendu sur la guerre dans la presse française et américaine avec l'opinion de ceux qui l'ont vécue. Nous sommes vraiment expérimentés de la guerre. Moi, la première guerre que j'ai vécue, en 1975, j'avais 10 ans. Ensuite, il y a eu 78, 82, 84, 89, 96. Toutes celles-là, je les ai vécues, et maintenant 2006. Et entre tout ça, il y a aussi d'autres petites guerres que nous avons vécues qui ne sont pas notables. وطبعا بالنسبة لبنت جبيل ليست المرة الأولى التي يحدث فيها تهجير. بنت جبيل دولة مهجرة ومهاجرة. مهجرة منذ سنة 1920 مهجرة. هجرت أكثر من مرة. سنة 1970 أيضا هجرت. 82 78 82 باستمرار، وهي بلدة أيضا مهاجرة. أنه نتيجة الأوضاع السياسية والعسكرية وواقعنا الموجود على خط بيننا وبين فلسطين المحتلة، نتلقى دائما الضربات من العدو الصهيوني. Depuis toujours, je le disais d'ailleurs, je sens, et c'est un sentiment qui m'énerve beaucoup, mais je sens une certaine nostalgie depuis toujours pour la guerre, parce que la guerre, c'est toute notre enfance. Donc je pense, surtout, quand je dis d'autres gens, je pense surtout à ma génération, donc qui est née en 75, et pour qui la guerre a été la normalité pendant 15 ans. Depuis la guerre de 14-18, cette région du monde n'a pas connu la paix, n'a pas connu de véritable paix. Il y a toujours quelque part entre l'Égypte, la Palestine, la Syrie, l'Irak, il y a toujours quelque chose qui est en rapport avec les conflits. Les conflits sont permanents depuis la chute de l'Empire ottoman. Cette guerre, a-t-on dit, devait permettre de libérer 2 prisonniers, d'affaiblir le Hezbollah et de renforcer la sécurité d'Israël. À la fin de la guerre, aucun de ces objectifs n'ayant été atteint, on peut se demander s'ils étaient bien réels. S'il était légitime d'isoler cette guerre de son cadre historique, pour faire du Hezbollah le responsable de son déclenchement. On peut se demander par exemple si l'action des États-Unis n'a pas conduit à une catastrophe de plus dans une région qu'ils ne parviennent décidément pas à comprendre. اليوم بأمريكا في تضليل. اليوم بيسمعوا بأمريكا صار في حرب بلبنان 30 يوم، طب ليه؟ لأنه خطفوا 2. اوكي. لا مش هذا السبب. لأنه في مشكلة بالمنطقة عمرها 50 سنة وبتضل تولد لك حروب كل فترة 10 سنين، 5 سنين، 3 سنين. بس المشكلة موجودة. بقول لك الحرب ممكن توقع بأي لحظة هلا. I think it's a battle in an ongoing war since 1948. This is not a standing war on itself as the Americans are trying, not the Americans, sorry, the American administration is trying to show it. It's not a war, it's a battle since 1948 till now, and it will go on. انه اكيد ما كنت حصدق انه معقوله هالقد يصير في حرب، انه قلت بده يصير في تهديد بس نو واي كنا
ما براسي مش معقول يصير في شيء هالقد كبير، يعني انه مش قصة اوتاج طلعت قصة كتير انترناسيونال، انه الدنيا كلها صارت بلبنان، انه حرب يعني انه جنون الشيء صار بلبنان، انه مش طبيعي. ما كنت متوقع للصراحة، حتى لو قالوا اوتاج انه ووقتها قالوا انه اذا ما بتردوهم بظرف جمعة بنرجع لبنان 20 سنة لورا، انه كله سي فري انه بتسمعوا، بس ما توقعنا انه عن جد بجمعة ترجع 20 سنة لورا، وصارت 20 سنة لورا. ردة الفعل اللي صارت مش ردة فعل أسر جنديين، يعني ولا مرة بتاريخ البشرية من أسر جنديين قاموا دمروا بلد. يعني مش يعني اغتالوا كندي ضبضبت من أسر جنديين، ونحن قلنا أسرى عند إسرائيل. يعني كنا متوقعين ردة فعل عملية على أحد قياديين المقاومة، ضربة قذى، بس اكتشفنا انه الشغله يعني مبيته، يعني القصه مخطط لها، اصلا الناس صارت كلها تعرف هذا الشيء. يعني اي واحد يعني عاقل بفكر بشكل منطقي بيعرف انه الموضوع مش موضوع جنديين، يعني جماعه ما بدهم لبنان انه يكون بلد عايش مرتاح. C'est une guerre beaucoup plus grande qui touche tous les Libanais et qui a anéanti tout le Liban, quoi. En ce qui nous concerne, qui a aussi fragilisé énormément le moral des Israéliens, qui a aussi énormément fragilisé la notion de sécurité qu'il y a en Israël. Et dans ce sens, c'est plus une guerre qui a été radicale sur notre morale qu'une guerre entre le Hezbollah et Israël qui est un résumé facile. اليوم نحن بنكون كثير يعني بنكون ما بدنا نقشع اذا بنقول انه المعركه كانت بين اسرائيل وحزب الله، لانه حزب الله اكيد ما كان لا عم بيحاربها من عكار، ولا عم بيحاربها من صغرطة، ولا عم بيحاربها من جوني، ولا عم بيحاربها من جبال، كان على الحدود الجنوبية معها، كان بس بينه وبينها في حوالي الكيلومتر أو كيلومتر ونص. لو بدها بس تكون المعركة هي حاصرتها بينها وبين حزب الله، كان فيها أنه ما تتعدى المعركة مساحة الكيلومتر ونص على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. I was enraged every day. I think maybe it started when it was obvious that there were no military gains being achieved, when the Israelis were constantly claiming that they were looking out for civilian casualties, that they were just attacking Hezbollah positions. And then I was here, I was on the ground, I was following the news, and I knew that these were lies. It was not true. So I think the first of these incidents that was really very, very obvious was the one that happened in Marwahin. I think it was on July 19th, in which I think there were like 27 people fleeing from Marwahin in a pickup truck after the Israelis had told them to leave. And then a warplane came and they just bombed the pickup, and there were like, I think 23 or 24 dead. Among them a lot of children, babies. So yeah, it started then. Il y a eu plein de carnages de populations civiles qui ont été faits de la façon suivante. Je ne vais pas vous les citer tous, que ce soit à Marwahin, à Asrif, à Kana. Il y a plein de cas de personnes qui sont mortes parce qu'elles fuyaient leur village. En plus, bon, demander aux villageois de partir et puis détruire les routes, bon, c'est un peu, c'est un canular horrible, bon. وانه بيعملوا تقرير اخباري طويل عريض انه بمدينه بامريكا كلب قطشت اجره بيصيروا
يبكوا عليه وانه حرام عم يوجع الكلب كذا. اليوم سمعت اخبار اليوم مزرعة 27 طفل ما فرق معه، هودي يمكن مش اهم من الكلب. المشكله انه هاي قدرنا نحن انه هودي البشر وهودي الناس وهيدي الدوله تكون جارتنا. اليوم اذا بنجي بنراجع الناس يلي هربوا من منطقه مرجعيون او يلي سمحوا لهم انه يتركوا، وكان الصليب الاحمر معهم، وكانت قافله ماشيه على خط تودروات مثل ما بيقولوا، بنشوف انه اجوا الاسرائيليه قصفوا اول القافله وقصفوا اخر القافله وبلشوا يرموا عليهم، وراح فيها قتلى وراح فيها جرحى. طيب كيف يعني وين هون شرعة حقوق الإنسان؟ وين منظمات حقوق الإنسان؟ وين الدول يلي هي بتدعي إنه عم بتحافظ على حقوق الإنسان؟ هل الإنسان بلبنان وبمرجعيون وبجنوب لبنان هو غير الإنسان اللي موجود بأمريكا وبفرنسا وببريطانيا وبألمانيا؟ هذا السؤال يوجه إلى الشعوب مش إلى الحكومات وإلى الدول. أنا اليوم بتساءل وبسأل إنه هل الإنسان بأمريكا هو غير الإنسان بلبنان؟ À la fin d'une journée de tournage dans le sud, nous sommes arrivés à Cana. On nous a indiqué le lieu du massacre. À notre arrivée, des enfants jouaient. En nous approchant, nous avons vu des tombes, puis nous avons deviné dans la nuit tombante les mères des enfants qui s'y recueillaient. Elles ne pleuraient plus. Nous avons arrêté de filmer. I mean, I don't just want to go and say that Israelis used everything. I've been following this through proper research that's being done by experts. And so far, all the experts confirm that the Israelis have used everything that is banned by international laws and conventions. And it's not the first time they do it. I mean, in 1982, they did it too. They used white phosphorus, and there were people burned in a manner that was not seen before. And they've never stopped using these here, these weapons. تنزل بطريقة كمان مش مبعثرة، يعني مخصوص. هيدي مثل كأنه هيدي القنابل هي مخصوص للتدمير المنظم. أكثر من هيك القتلة يلي قتلوا، الطريقة يلي قتلوا فيها، أوقات تلاقي الواحد ميت بالطريق مختنق أو في عليه علامات تفحم أو وجهه أسود جسمه أبيض. يعني كلها أسلحة ولا مرة كانت مستعملة. مشان هيك كنت عم أقول أنا يمكن كانوا هالمرة هيدي عاملين اللبناني حقل تجارب للأسلحة ولمصانع الأسلحة بالدول العالم المتقدم يلي عم بتصدر سلاح لهيدي المنطقة من العالم. Any kind of munition, any kind of arms are not accepted to be used on civilians. It's not only the cluster bombs or the I don't know what or phosphorus. Everything, all kinds of arms are not accepted to be used on civilians. This is a mistake, a common mistake, especially for the media. You know, this is a legal weapon and this is not a illegal weapon. When it's civilians, all weapons are not legal. La paix est un espace sans cloison. Pas la paix des braves, non. Encore moins la paix des nations. La paix de l'homme, la paix dans l'homme, la paix comme une prière, comme un chemin au-delà des cloisons, et que tout être humain peut emprunter pour être, pour connaître et pour reconnaître. Nul n'est besoin d'être juif antisioniste, ou musulman anti-intégrisme, arabe modéré ou européen compréhensif, mais plutôt des esprits libres, sans étiquette, sans détour ni camouflage, sans cloisonnement superflu, aimant la liberté jusqu'au point de la partager avec tous, et qu'ils le pensent, et qu'ils le disent sans peur, sans honte et sans orgueil, et qui se sont affranchis des devoirs de tolérance. Ça veut dire quoi, tolérance? Admettre que l'autre soit différent? Lui permettre d'être différent? Mais je veux qu'il soit différent, je désire profondément qu'il soit différent, pour jouir de sa différence, pour profiter, m'enrichir de sa différence. Non mais vous vous rendez compte de notre chance? Des hommes et des femmes différents, des peuples de toutes les couleurs, une multitude de croyances, de mémoires, de cultures. Quel formidable cadeau! Et quel formidable gâchis!
j'ai passé 30 ans à me séparer de la haine, à comprendre que l'autre n'est pas nécessairement un méchant. Nous, pendant la guerre, on disait le Palestinien c'était le mauvais. Nous, aujourd'hui, on sait que le Palestinien c'était aussi une victime. On pensait que les musulmans étaient les mauvais, parce que moi je viens d'une culture chrétienne, et les musulmans pensaient que c'était les chrétiens qui étaient les mauvais. On sait aujourd'hui que ça n'a rien à voir. De la même manière, je pense que les juifs, ce n'est pas eux les mauvais, c'est juste que nous sommes tous victimes de la peur réciproque de l'un de l'autre, et qu'on passe son temps à écraser ou à tuer l'autre parce qu'on a peur de l'autre, et qu'il manque totalement une sorte de communication entre nous. Il suffit juste de voir le regard qu'on vous lance à l'aéroport quand vous arrivez avec un passeport d'un pays arabe pour comprendre. Et à ce sujet, dans le blog, c'était aussi très révélateur. L'idée que les gens se font des pays arabes, l'idée que les gens se font de Beyrouth, c'est partiellement un désert avec des tentes, avec des chameaux, puis toute notre journée occupée à aller trouver de l'eau et quelque chose à manger ou des trucs pareils. Et c'est vraiment, enfin, pour qui connaît Beyrouth, c'est vraiment aux antipodes de ce que c'est. De manière, aujourd'hui, c'est même plus, enfin l'image va plus loin, c'est même plus des pays arabes, c'est des pays terroristes presque. Enfin, le mot arabe et le mot terroriste sont devenus une sorte d'amalgame. Je dirais que l'arabe terroriste est un peu le communiste d'aujourd'hui, quoi. Il n'y a pas que des gens barbus et qui pensent qu'à la politique et tout, non. Voilà. Le débordement de fureur, la technologie militaire déployée et surtout l'asymétrie de cette guerre en font sans doute une des plus destructrices. À cela s'ajoute que ces destructions anéantissent en un mois 15 ans de patiente reconstruction. Le pays concurrentiel par rapport à Israël, qui est l'autre pays cultivé de la région, c'est le Liban. S'il y avait la paix, les gens circuleraient dans les deux, iraient dans les universités des deux pays, iraient dans les hôpitaux des deux pays. Et je pense qu'Israël a intérêt à ce que notre pays reste moins intéressant au niveau infrastructure, au niveau des universités, au niveau de la culture elle-même, de l'intérêt de ce pays. Donc elle le garde toujours à niveau bas. Donc tous les 10 ans, il y a un prétexte pour démolir à nouveau l'électricité et toutes les infrastructures libanaises. Je sens que la réaction aussi exagérée de la part d'Israël vient presque d'un côté très viscéral chez le peuple d'Israël, qui lui a dans ses racines les plus profondes une véritable peur d'être anéanti, et donc réagit de par cette peur par une réaction similaire et fait exactement la même chose, anéantit l'autre, ne le laisse pas respirer, sortir, quoi. Il y a toujours ce côté écrasant, quoi. Look, I had been to this country from last 34 years, and I have seen wars and wars and wars. But this time, I will tell them this is the kind of war it was. It is just war crime and war madness. This is my comment. A plant like this, where Israelis knows very well from last 40 years, they have no reason to bomb it. 300 people out of job. 300 people means 300 families. It was on 19th of July, about midday. There was no warning, no. It suddenly came, there were missiles after missiles. You can see the destruction, there were 7 lines of production, everything is gone. There were 2 furnaces, both the furnace has been completely destroyed. All the plant has been destroyed completely. Some expatriate staff, they were living here. Fortunately, as we closed down, they were all preparing to leave. So very few of them were in the apartments. So one of them, unfortunately, was killed. We cannot exactly tell you why. I think they are the people who can tell you why. You have to go to Israel, Prime Minister of Israel, to tell you, give you the reply, why they have bombed it. If he has a valid reason, he should tell us, or he should come and rebuild this plant. To rebuild a plant like this will cost today at least $50 to $60 million, and there are huge indirect losses.
There are some more factories that are bombed, but this is the largest one. Ils ont déclaré la guerre et puis après ils ont bombardé tout, quoi. Ils n'ont pas donné des avertissements. On peut voir l'usine de très loin, c'est très démarqué, c'est très clair que c'est une usine attachée à une ferme. Alors, je ne sais pas, on n'avait jamais envisagé d'être bombardé, ça c'est sûr. Mais il y a quand même des employés qui sont en train d'aider pour la reconstruction. Et tous les employés qui sont au marché, le sales et marketing, tout ça, ils sont au chômage. C'est difficile de vous dire. En fait, le premier jour qu'on est arrivé ici, ça a été difficile. Mais là, on est en train de récupérer notre morale et reconstruire. Il n'y avait pas de raison, encore moins d'humanité dans la guerre d'Israël au Liban. Comment expliquer la destruction partielle ou totale de 130 000 logements, de plus de 100 ponts et de 600 km de routes? Comment justifier le déplacement d'1 million de personnes, un quart de la population du Liban? Il y avait comme une volonté farouche de meurtrir les hommes et les femmes et de les humilier en larguant des tracts grotesques et puérils. Et une perversité à vouloir détruire la nature et provoquer la plus grande marée noire de l'histoire de la Méditerranée, qui a touché toute la côte du Liban, comme ici à Byblos, la plus ancienne cité du monde. Il y a une situation économique qui n'était pas brillante et qui a empiré. On a des plaies. Maintenant, je dirais qu'à long terme, ça, c'est pas grave. Ça se reconstruit. Le pont est détruit, on le reconstruit. L'immeuble et l'usine sont détruits, on les reconstruit. Il n'y a pas eu une bonne saison touristique, il y aura après des bonnes saisons touristiques. Je dirais que ça, c'est pas le plus grave. Le plus grave est la situation politique liée à des ingérences étrangères. On compte toujours les gens qui meurent sur le champ, mais les séquelles de la guerre restent des années. Et que de gens n'ont plus pu survivre normalement au Liban parce qu'ils avaient des séquelles de la guerre. Ils ont toujours soigné mes collègues suisses avec qui je travaillais, mais jamais ils nous ont soignés à nous. Et nous sommes maintenant des malades ambulants. Bien sûr, le Hezbollah a envoyé des milliers de roquettes Katyusha sur le nord d'Israël. Mais comment expliquer les 6000 raids aériens, la nature des armes utilisées et les bombes à sous-munitions enfouies dans le sol qui continuent à tuer comme des mines, les enfants surtout, et dont Israël refuse toujours d'indiquer les zones de largage, augmentant encore ainsi après le conflit le nombre des victimes qui atteint déjà les 1500. Au Liban, la plupart des associations humanitaires comptent beaucoup sur la générosité publique. Et quand une guerre comme celle-là arrive, toutes nos aides qui arrivaient d'une façon régulière pour l'action n'ont pas suivi. Maintenant, on reprend urgence, besoins vitaux, besoin de survie. Et là, c'est des mots qui continuent. Parce qu'en fait, maintenant, on a besoin de vivre, d'avoir les besoins vitaux pour pouvoir manger, s'habiller, aider nos familles à manger, s'habiller, à avoir un travail, à pouvoir s'occuper de leurs enfants, à assurer des médicaments pour leurs enfants, etc. Mais l'humain reprend toujours le dessus. Même au cœur de la violence et de l'absurde, on insiste à des scènes qui redonnent confiance et espoir. We have beautiful stories. Poor people that received the IDPs, the displaced from the south. Kaman, they were even spending money on the refugees. And there's something that nobody knows, maybe, that more than 60% of the refugees displaced, or the IDPs, were not in schools. They were in private houses. Il y a des réfugiés libanais du Liban Sud qui sont réfugiés dans les camps palestiniens. Et ça, c'était quelque chose d'admirable et de magnifique, dans lequel il y a beaucoup de signification. Au cours de mes conversations, il a souvent été question du Hezbollah, le parti de Dieu, principal acteur de cette guerre et épouvantail favori de nos dirigeants dont l'honnêteté me semble de plus en plus douteuse. Sur le terrain apparaissait une réalité différente, plus complexe et plus juste. La plaine de la Bekaa et le Liban Sud, soi-disant bastion du Hezbollah, étaient bien plutôt des fermes et des villages détruits.
je comprenais que l'enjeu libanais dépasse de très loin ses frontières et s'inscrit dans une vision schizophrène de la géopolitique du Moyen-Orient. Un ami, Nadim, me disait, cette guerre, en fait, il le disait dans un mail qu'il a envoyé, c'est comme un épisode biblique. Ça avait quelque chose d'apocalyptique, toutes les guerres sont apocalyptiques, mais je crois que ce qu'elle avait de biblique, c'était que c'était une guerre entre une armée et une armée de fantômes. Non pas que les combattants du Hezbollah soient des fantômes, mais on ne les voyait pas. Il faut voir aussi que tout ça s'ancre dans une histoire, que ce ne sont pas des réseaux qui ont été créés pour faire du terrorisme, je ne sais pas quoi. Il y a une histoire entre les chiites du Liban Sud et les chiites de la Bekaa aussi, et l'Iran, qui est très ancienne, qui tout simplement vient du fait que des chiites du Liban Sud, notamment des savants, sont allés en Iran il y a longtemps, à savoir au début de la dynastie safavide, pour aider à la construction d'un État chiite en Iran. Je pense que Hezbollah peut très bien, les gens du Hezbollah peuvent très bien concevoir justement cet ancrage au Liban et cette intégration nationale que demandent les chiites depuis très longtemps, depuis au moins en tout cas le début, la fondation de l'État libanais. Et ils peuvent concilier ça avec un appui de l'Iran. Il faut bien voir aussi que historiquement, de la même manière, les chrétiens ont été soutenus par les Français, que les Grecs orthodoxes ont été soutenus par les Russes, etc., etc. Chaque communauté a toujours été soutenue, historiquement, par un pays étranger, par une puissance étrangère. Les chiites, naturellement, se sont tournés vers l'Iran. Quand le Hezbollah a été créé, le premier mot d'ordre, c'était la résistance contre Israël, qui était présent au Liban Sud, et notamment dans ce qu'on appelait la zone de sécurité, qui était une zone occupée. Tu sèmes la haine, tu as la haine. Donc Hezbollah n'est que la contre-réaction d'une haine qui a été semée en 82, qui est la contre-réaction d'une haine qui a été semée en 1940, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est certainement un parti religieux, un parti fondamentaliste, totalitaire, qui a une vision du monde que moi personnellement je ne peux pas accepter, mais ce n'est pas une organisation terroriste, ils n'ont jamais été des terroristes, c'est un mouvement de résistance vrai qui est lié à une population et ces liens avec cette population sont des liens vrais. Ensuite, ce n'est pas un parti fasciste. We know them well. They are people, ordinary people. They are not the Qaeda. The Qaeda is something that was created by CIA. It's their problem. But Hezbollah is part of the Lebanese society, of the Lebanese texture. We know them well. If you are speaking about their social role, yeah, we know it well as NGOs. Working today in South Lebanon, if you want a good list, good assessments, real assessments, with no corruption, you will take it from Hezbollah. Ce qui se passait souvent dans les villages qui étaient désertés. Les combattants rentraient dans des maisons qui étaient donc vidés de leurs habitants. Et ils se servaient. S'il y avait de la nourriture ou des choses ou des objets dont ils avaient besoin, et ils laissaient un papier en disant « nous sommes passés par là et nous avons pris telle et telle chose, vous pourrez venir en réclamer le prix après ». Il faut reconnaître au Hezbollah cette qualité de relation respectueuse avec les gens. Maintenant, c'est aussi un parti islamique, c'est aussi un parti nationaliste, c'est à la fois un parti politique et un mouvement social et une milice aussi, c'est tout ça à la fois. Pas oublier une chose, c'est que l'État libanais est un peu en faillite un peu partout. Hein, et donc, ils supplient, ils sont le palliatif dans les écoles, les dispensaires, les hôpitaux, l'aide à l'agriculture, l'aide au village, etc. Donc, ils ont créé un tissu social très cohérent et qui permet d'ailleurs à cette population de résister au sens véritable du terme. مع الأسف الشديد أقول لو تركت الأمور لحكومتنا لما حدث شيء في بنت جبيل، لما رأيت جرافة تشتغل وتعمل في بنت جبيل،
وهناك أماكن عديدة متروكة حتى الآن ومهملة لأنه لا يوجد لا الحكومة مهتمة ولا يوجد دول تبنت هذه البلدات أو هذه المدن. من حسن حظنا أن دولة قطر الشقيقة تبنت بشكل مباشر بعد العدوان إعادة بناء بنت جبيل. هي بنت جبيل وعيناثة وعيثة والخيام، هذه المناطق الأربعة أخذت قطر على عاتقها إعادة بناء هذه المدن. Il n'est pas possible d'avoir un Liban Hezbollah, entièrement Hezbollah. Le Liban, il est pluriconfessionnel. Et il y a un pluralisme politique. À la limite, même chez les chiites, il y a un pluralisme politique. Tout le monde ne va pas suivre le Hezbollah. Tout le monde suit le Hezbollah tant que c'est pour les services sociaux, effectivement, et pour défendre les frontières, pour défendre la terre. Là, oui. Mais il y a des tas de gens au sud Liban, même s'ils sont chiites, qui ne vont pas aller jusqu'à défendre le Hezbollah dans toutes ces revendications politiques. Et de toute façon, le programme politique du Hezbollah n'est pas de prendre le pouvoir et n'est pas d'instituer une république islamique, en tout cas. Et ça, là-dessus, le parti est très clair. Tout simplement parce que pour instituer une république islamique, selon le Hezbollah, il faudrait qu'il y ait une demande de la part des Libanais. Or, il y a quand même des Libanais qui ne sont pas d'accord, et puis des Libanais qui sont chrétiens, qui ne vont pas demander une république islamique. En fait, les Arabes se plaignent toujours d'être humiliés par l'Occident, hein, entre guillemets, parce que pour moi l'Occident ça n'existe pas vraiment, mais bon, peu importe, par les grandes puissances, par l'hégémonie américaine. Cette notion d'humiliation, il faut bien comprendre que c'est très important pour eux. Alors là, justement, ce que le Hezbollah a fait, c'est redonner aux Arabes leur honneur. Et c'est aussi pour ça que Nasrallah a autant de succès dans l'opinion publique arabe, dans la rue. J'ai beaucoup appris de mes voyages au Liban. J'ai rencontré des gens conscients d'être le jouet d'enjeux qui les dépasse. J'y ai vu la duplicité des grandes puissances et l'envers de leur décor. J'y ai aussi découvert la guerre. Une expérience qui restera comme une blessure, non pas parce que j'ai personnellement souffert, mais parce que j'ai été au contact de la souffrance des autres, au milieu d'elle, et que cette souffrance est intolérable. Ce film n'a d'autre but que de dire aux cyniques qui regardent ce qui se passe ailleurs d'un œil indifférent que la guerre jamais n'est une fatalité. De dire à ceux qui ne voient que ce moyen pour renforcer leur sécurité que c'est une absurdité qui a fait ses preuves, que la guerre est toujours la pire des solutions et qu'ils devraient planter un rosier libanais dans leur jardin, leur parc et leur maison blanche. Speaking about development and democracy, I think they should leave it for the people in the Middle East to think about it and to work for it and to struggle for it. Really, we are working for democracy. We are working for a civil society. And who was against us were the allies of Europe and the States. And now, again, with this conflict that they are creating, they are making all these religious movements stronger and stronger and stronger. But these will explode in our face and in their faces also. I think they should understand better the area. والمشكلة إنه الأمريكان بيعترفوا إنه كانوا مجرمين بكل حرب بيخوضوها بعد ما تخلص هاي الحرب ب 30 سنة. شو بنطر ل 30 سنة ليقولوا لي معك حق؟ لا. If democracy means one thing to all people, then they should be acting differently in this part of the world. Because I don't think democracy is different for an Arab than it is for a European or an American or an African. Let's agree on these terms and let's say that they apply to all people, whoever they are, regardless of their race, religion, ethnic group, background, nationality. And then I think we can start talking from there. L'Amérique, l'État d'Israël, les dictatures dans le monde arabe, tout ça, ça forme un ensemble. Pour moi, Ben Laden et Bush, c'est un seul système. Ils sont ensemble. Ils travaillent ensemble contre moi. Pour nous,
êtres humains de partout, sans armes et sans pouvoir, que le temps dont nous sommes les maîtres, le nôtre, soit cet espace sans frontières où la parole, indestructible, résiste à toutes les armées du monde, échappe à tous leurs crimes, devient poème, chanson, musique, images, larmes et sourires, mémoire des morts, hommage aux enfants qui nous ont donné leur sève. Nous irons bien demain. Et vous ? Rencontrer ces gens qui, sur les débris de leur existence, m'ont parlé de reconstruction, d'espoir et de pardon, ont partagé avec moi leurs peurs, leurs peines et leurs colères, en refusant la haine avec acharnement, restera une magistrale leçon de vie. Je sais pas, peut-être que j'aurais oublié les drones dans 10 ans.